ça veut dire quoi EPS? Éducation physique et sportive. Physique et sportive. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la soirée numéro 7 de la saison 4. Alors ça sera notre dernière notre dernière soirée de l'éducation physique et sportive pour cette année. Alors n'hésitez pas, je vous relancerai en fin d'émission à nous proposer de nouvelles thématiques pour l'année prochaine, des idées. Voilà, on est preneur aussi de vos retours, vous pouvez nous envoyer par mail ces différents éléments. Avons-nous besoin d'un programme et d'une certification en éducation physique et sportive? Ce qui s'enseigne aujourd'hui en EPS est-il cadré par les textes? Quels savoirs sont exigés à la fin du collège et à la fin du lycée? Les enseignants d'EPS peuvent aujourd'hui concevoir leur enseignement avec très peu de visées communes dans les savoirs attendus d'une même APSA au niveau de la France. Ils s'appuient sur leur vécu personnel, ce qu'ils ont réalisé à l'université ou pratiqué à l'université ou dans le cadre de formations continues, qui se réduisent d'ailleurs en ce moment souvent à une peau de chagrin. L'absence d'exigences communes, démontrée aussi par de nombreux scientifiques, accentue les inégalités sur le territoire français. Dans le même temps, il n'y a plus d'épreuves de PS à la fin de collège et il n'existe plus que la certification de l'EPS au bac. Dans la lignée des programmes, les textes de l'évaluation au bac laissent l'initiative et la liberté aux enseignants d'EPS avec un cadrage très large de déterminer les épreuves pour évaluer les élèves, ainsi que les savoirs attendus où les équipes, au gré des expériences, de leurs compétences, vont aussi déterminer les savoirs attendus à la fin des différentes étapes de la scolarité. Le SNEP FSU y voit dans ces transformations et ces changements une modification du sens profond de notre discipline et une mise en œuvre de réformes à visée très libérale. Il a proposé, avec des groupes de collègues de toute la France, de réfléchir sur des programmes et une certification pour mettre en débat une exigence commune. Cet ouvrage que vous avez sans doute découvert et que vous avez pu recevoir l'année dernière sera d'ailleurs l'objet de cette soirée. Finalement, notre discipline a-t-elle besoin de programmes et de certifications? Une augmentation du coefficient du bac et une preuve du DNB, est-ce que ça contribuerait vraiment à asseoir et valoriser l'éducation physique et sportive en France? Pour discuter de toutes ces questions avec nous sur le plateau, en direct, plusieurs invités, mais aussi en ligne, et nous les remercions les uns et les autres très chaleureusement. Alors, on a Olivier Gonzalez, en direct de La Réunion, qui est formateur et auteur d'un ouvrage sur EPS et controverses, qu'il aura l'occasion de présenter ce soir. Merci Olivier de ta présence ce soir. On a aussi Alexandre Majewski, qui est aussi en ligne, professeur de PS de l'Académie de Grenoble et qui fait partie de la direction nationale du SNEP. Christian Couturier, aussi en ligne, professeur de PS à la retraite, mais qui fait aussi partie de la direction nationale du SNEP. Sur le plateau, avec nous actuellement, on a Angelco Zvedin, qui est professeur de PS de l'Académie d'Aix-Marseille et qui est aussi à la direction nationale du SNEP. Bonsoir Angelco, merci aussi de ta présence. Et Éric Donat, aussi professeur de PS à l'Académie de Lyon et qui fait partie aussi de la direction nationale. Donc, plusieurs personnes de la direction nationale qui s'expliquent aussi parce que l'ouvrage a été coordonné par la direction nationale. Et on va bientôt attendre qu'il ne serait... qui va bientôt arriver, qui va pas tarder, Nathalie Monnier, qui est professeure de PS, chercheuse et membre du centre EPS et Société. Alors, première rubrique, sans transition, l'actu de l'éducation physique et sportive, avec Coralie Bénèche, notre co-secrétaire générale du SNEP FSU. Samedi 25, là, on attend une grosse mobilisation pour montrer un petit peu au gouvernement qu'on est contre le choc des savoirs. Les mesures choc des savoirs, ça englobe beaucoup de choses, mais surtout, en fait, on organise
le tri social et scolaire des élèves. Et ça, c'est insupportable parce que le service public, l'éducation nationale et l'école publique, c'est aussi la mixité des élèves, que ce soit que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau scolaire. Et l'hétérogénéité, elle permet d'avancer. D'ailleurs, c'est ce que disent toutes les études scientifiques. Et nous, ça, on est attachés à l'école publique justement pour pouvoir travailler dans ces conditions avec toutes les populations scolaires. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tous les impacts organisationnels que ces mesures choc du savoir vont avoir. Par exemple, nous, en éducation physique et sportive, on est directement touchés par deux phénomènes. En faisant des alignements de classe, ça prend des moyens supplémentaires et c'est pris sur les marges des établissements. Et à partir du moment où c'est pris sur les marges des établissements, on prend sur les dispositifs existants, notamment par exemple chez nous, le savoir nager, et d'autre part, sur les alignements de classe, on impose, nous on travaille beaucoup en alignement de classe en éducation physique et sportive, et là on va imposer à des profs de changer leur créneau, de ne plus avoir accès à certaines installations sportives, et dixit un chef d'établissement, bah, c'est pas grave, vous travaillerez dans la cour. Et donc on nous enlève nos salles de classe qui sont les installations sportives. Voilà pourquoi samedi, nous on appelle tout le monde bien évidemment à aller manifester. C'est important, toutes les organisations syndicales ont appelé, les parents d'élèves aussi. Actuellement, je crois qu'on n'en perçoit pas. Nous, en tout cas, au niveau du SNEP, au niveau de l'éducation physique et sportive, on n'en perçoit pas. Mais le gouvernement a encore le temps d'agir. Et pour nous, c'est important qu'ils perçoivent quand même qu'ils ont beaucoup de choses à faire en termes notamment d'installations sportives, donc financées par l'État en grande partie, et d'autre part en termes d'aide à la vie associative et sportive pour permettre qu'il y ait en tout cas un plus grand accès pour le plus grand nombre de personnes à la pratique sportive. Je crois que pour nous c'est important de voir tout ça ils ont encore le temps sur du court, sur du moyen, sur du long terme pour effectivement arriver à cette question de nation sportive qui était portée par le gouvernement et qui aujourd'hui pour nous ne l'est plus trop. Alors il y a un projet de loi héritage, nous on souhaite évidemment que tout ça soit pris en compte et que, y compris la question de l'éducation physique et sportive, qui est le premier lieu d'accès à la pratique sportive, soit, fasse bien partie de la donne et de ce qu'on envisage. Aujourd'hui, rien n'a été pris en compte pour la pratique de l'éducation. Rien n'a été mis en mouvement pour la pratique de l'éducation physique et sportive. Et on le voit, il n'y a pas par exemple plus de temps pour la pratique physique et sportive. On confond en plus culture sportive et le bouger. C'est-à-dire qu'avec le bouger 30 minutes à l'école. Et le dernier point, pour nous, qu'on voit très très négativement, il y a une réforme de la formation initiale aujourd'hui. On est en désaccord sur le fond, mais au-delà de ça, il supprime pour la première fois depuis la création du CRPE au début des années 90, l'épreuve d'oral d'éducation physique et sportive. Et dans un deuxième temps, pour le CAPEX, on passe de 3 pratique sportive à une seule et sans l'oral qui était dédié à une APSA. Pour nous, c'est un véritable problème et surtout, ça vient en complète contradiction avec ce qu'ils envisagent dans le cadre de l'impact positif que pourraient avoir les JOP sur l'éducation physique et sportive et donc sur le monde du sport. Nous là, on a évidemment depuis le début de l'année, le SNEP mène, même depuis maintenant quelques années, mène une campagne. On a une pétition qui s'est signée aujourd'hui à hauteur de plus de 20 000 signatures avec y compris des scientifiques, des sportifs de haut niveau, des élus. Cette pétition-là, il faut continuer de la faire vivre. On est présent comme chaque année à Vichy pour les oraux du CAPEPS et on encourage tout le monde, on le prend comme une nouvelle dynamique en tout cas pour au moins doubler dans les 15 jours à venir le nombre de signataires de cette pétition que l'on portera plus tard au ministère. Donc, soirée de l'éducation physique et sportive, la dernière de l'année, sur la question des programmes et de la certification. Soirée qui s'appuie sur un ouvrage qui a été publié par le SNEP FSU l'année dernière. Alors,
Christian, je me tourne vers toi pour que tu reviennes un peu sur la genèse de cette production. Quelles sont les raisons qui ont motivé le SNEP à engager un travail sur les programmes alternatifs et on pourrait dire des propositions aussi de certification nationale pour un peu mettre ça dans le débat? Ben, il faut dire que c'est un processus en fait qui date depuis longtemps, puisqu'on s'intéresse depuis très longtemps évidemment à la question des programmes, tout le monde le sait. Mais il y a eu des moments d'accélération, et il y a eu un faisceau de choses qui nous ont amenés à un moment donné à dire, bon, il faut qu'on aille plus loin dans la prise en charge du dossier par le SNEP et donc faire des propositions alternatives à ce qui nous était proposé, notamment à partir de 2015. Le premier problème qui s'est posé, c'est un problème, je dirais, de nature politique. Ça a commencé avec le quinquennat de Sarkozy, où la question du rapport aux syndicats est devenue beaucoup plus tendue et où il était théorisé qu'il fallait arrêter de discuter avec les syndicats parce que c'était de la perte de temps et que ça menait nulle part. Et donc, dans le cadre spécifique de la question des programmes, la tension entre l'institution et le SNEP comment dire, a monté de volume. Et à un moment donné, on n'était plus entendu, plus écouté. On commençait à avoir des problèmes de ce dit-là où on nous disait, bon, écoutez, c'est bien gentil ce que vous pensez, mais nous, c'est nous, on fait ce qu'on veut. On a été élus pour ça. Bon, après ça, il y a eu donc ça a commencé comme ça, et après ça, il y a eu le moment, au contraire, de retour un peu en effervescence quand Vincent Peillon est devenu ministre de Hollande. Mais bon, ça n'a pas duré très très longtemps. Et derrière, ça a recommencé avec cette logique-là jusqu'à la dernière fois, avec des propositions qui ont été faites par le Conseil supérieur des programmes, qui avait été donc institué par Vincent Peillon initialement, qui a fait des propositions et qui ont été complètement balayées par l'institution. Et on a remis, on a enlevé le texte et on en a remis un autre, travaillé en quelques semaines. Bon, voilà. Donc c'était un peu n'importe quoi et on s'est dit, bon, ben là, il n'y a plus rien à faire, quoi. On est au bout du processus, il faut qu'on sorte de cette idée-là parce que les programmes ne correspondent plus du tout à ce que ils sont en décalage complet avec les attendus de la profession. Donc ça, c'était voilà, le rapport aux politiques a été une première chose qui a fait on s'est un peu orienté différemment en allant vers des propositions pratiques. La deuxième, c'est un peu la question du rapport à l'intérieur du métier, à ce que je pourrais dire une perte progressive de la culture professionnelle, notamment chez les jeunes, où finalement le rapport aux APS, c'est-à-dire au contenu de notre discipline, aux pratiques sociales, aux pratiques culturelles, etc., se distend et où les connaissances, en tout cas attenantes à ces activités-là, faiblissent. Et donc, si les programmes ne donnent plus les éléments, ben, les jeunes aujourd'hui ont plus de mal à accéder qu'à une période où la formation était assez développée et était assez commune, je dirais, sur l'ensemble du territoire, même si, il y avait des différences. Mais la question comment dire, à la fois de la loi sur les universités et en même temps des moyens problématiques pour les STAPS, et puis ensuite la création des INSPE, etc., a amené à ce que, ben, en termes de volume horaire, en termes de contraintes, il y a moins de formation, il y a moins de formation aujourd'hui qu'il y en avait encore il y a une dizaine d'années. Donc ça, c'est le deuxième point, enfin le troisième plutôt, puisque j'ai parlé de la culture professionnelle, donc la formation, le troisième, et puis le dernier point, Bruno, tu l'as évoqué dans ton introduction, mais c'est qu'en renvoyant au local, programme de 2015, hein, je parle essentiellement là des programmes qui sont des derniers programmes, en renvoyant au local ce qui a enseigné, il y a un abandon de fait de la culture commune. Les profs et les élèves sont dans une logique individualiste. On dit, bah, maintenant, c'est à vous. Aux profs, débrouillez-vous. Aux élèves, bah, ils se débrouilleront avec ce que les profs vont leur proposer. Dans le meilleur des cas, si c'est l'équipe, c'est déjà mieux. Mais bon, ça ne sera jamais que l'équipe locale Donc voilà, on est dans un accompagnement d'une fabrique des politiques libérales, c'est-à-dire où l'individu, finalement, est roi. Et nous, on s'est dit, c'est pas possible que les programmes de PS reste en l'état et il faut se battre pour une alternative dans laquelle la question des normes, on y reviendra peut-être, mais la question des normes et des repères communs Mhm. soit remis au goût du jour pour tout le monde. Donc c'est ça qui a provoqué le déclenchement du travail sur Ok. sur les programmes alternatifs.
Alors, merci Christian. Bienvenue Nathalie Monnier qui vient de nous rejoindre de l'Académie de Montpellier. Alors, tous les deux, moi j'aimerais vous interpeller parce que lorsqu'on discute quand même avec les collègues sur le terrain de la fonction et de l'utilisation des programmes, très peu quand même font référence au programme. Alors moi, je voudrais savoir, est-ce que finalement ces programmes, ils n'ont pas essentiellement une fonction d'affichage et dans le métier, comptent très peu pour les enseignants d'éducation physique et sportive. Alors, Nathalie, si tu veux bien dire ton regard par rapport un peu à ce questionnement. Mm. Alors moi, je pense là, le regard depuis la didactique, hein. Donc, le programme, donc effet d'affichage, ça, il appartient aux politiques de savoir si c'est ça, mais nous, les didacticiens, on peut porter un regard sur le contenu de ces programmes. Euh, alors, en didactique, on appelle ça les curriculums prescrits, les programmes, hein. Et puis ensuite, on peut étudier dans ce qui se fait, les programmes, enfin les curriculums tels qu'ils se font. Et ça nous dit des choses sur, parce qu'on n'est pas les seuls à s'intéresser au programme, hein. Il peut y avoir les historiens pour parler de l'histoire d'une discipline. Il peut y avoir les sociologues pour analyser les effets d'inégalités sociales, etc. Et nous, on le regarde du point de vue de ce qu'on considère être les savoirs, parce que ça aussi, c'est une définition sur laquelle on peut discuter. Mais, et donc, on piste par rapport à ça le lien que font les programmes avec le, les pratiques de référence, en tout cas, de quelles pratiques sont extraits, ou sur quelles pratiques s'extraient les contenus qui vont être demandés à la profession d'être mis à l'étude. Donc, moi, je pense, si je reviens, donc ça, c'est pour situer le regard qu'on porte sur le curriculum. Et sur ça, on a quelques études. Mais quand tu dis, Bruno, que les enseignants disent s'en détourner, euh, moi, je me demande si là, je prends euh, en regardant ça avec des outils de la clinique de l'activité, hein, qui regardent l'homme au travail, moi, je suis pas sûre, en tout cas, qu'ils n'œuvrent pas d'une manière ou d'une autre dans ce qu'il se fait. Voilà. Et alors ça, il faudrait le regarder de près. Moi, je l'ai pas étudié, je l'ai pas eu en objet d'étude, mais de ce que je sais de l'activité de l'homme au travail, notamment comment on intègre, comment dans ce que l'on fait sont intégrés les discours, les théories, les textes officiels, les injonctions, y compris même la culture de l'établissement, pour porter ou pour actualiser un choix, une décision. Je serais curieuse de voir comment ça œuvre. Et enfin, pour revenir un peu sur ce que disait Christian, je pense aussi que les textes officiels, enfin les programmes, enfin, les instructions à une époque, mais maintenant les textes et programmes, sont des éléments de la culture professionnelle. Et je pense que moins la profession est outillée et formée, notamment en didactique, hein, parce que maintenant je suis convaincu de l'intérêt de la didactique pour l'intervention enfin, sur le terrain. Et bien, je pense que je me demande en tout cas si la profession n'est pas plus poreuse à ce que les textes portent, y compris de façon implicite. Voilà. Merci. Alors, Christian, le point de vue, on va dire, de la didactique, hein, nous montre le rôle clé que finalement pourraient jouer les programmes, loin d'être simplement un effet d'affichage. Toi, plutôt côté organisation syndicale, plutôt, on va dire, le regard des professionnels. Est-ce que les programmes n'ont qu'une fonction d'affichage ou est-ce que dans les collègues que tu peux rencontrer et dans le regard que peut porter le SNEP, pour vous, les programmes ont un autre rôle. Tu as déjà développé le rôle politique dans la première partie et d'autres types de rôles, mais comment tu perçois ça? Bah, d'abord, je pense que la question de l'affichage en tant que tel pas anodin. Je veux dire, c'est déjà important. Si on arrivait à un affichage correct, ça serait un gain pour la discipline. Parce que l'affichage, il a cet avantage, c'est qu'il est justement affiché, qu'il est vu par tout le monde et qui peut servir de repère commun. Donc, et en même temps, il peut servir pour les usagers, entre guillemets, les parents, les élèves, de justement savoir sur quoi ils s'engagent quand ils sont et qu'est-ce qu'ils vont avoir à faire quand ils sont à l'école. Donc, je crois que la question de l'affichage est importante. Elle est politique, mais elle est aussi épistémologique, c'est-à-dire elle donne à voir la nature de la discipline qui doit être expliquée dans ce qu'elle doit avoir comme fonction, bon. Donc, je dirais, il ne faut pas mésestimer la question de l'affichage, même si effectivement, il ne donne pas, comment dire, d'outils immédiats pour l'enseignant pour travailler. Mais cela dit, les programmes, quand on regarde un petit peu sur le long terme, effectivement, comme le dit Nathalie, ils impactent la pratique.
Parce qu'ils organisent d'abord l'éducation physique dans des contraintes qu'on peut discuter. Nous, on n'est pas d'accord avec tout un tas de choses, mais enfin, bon, il y a des contraintes, c'est-à-dire qu'ils fixent effectivement une norme. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Ils sont censés donner justement à voir ce qu'il y a à apprendre. Donc, des choix qui sont faits pour que sur les savoirs. Bon, tout ça, c'est quelque chose qui organise et ils donnent aussi les étapes. Ils sont censés donner les étapes d'apprentissage, les étapes de progressivité. Bon, ça, c'est ce que devraient faire des programmes. En tout cas, c'est conçu de façon correcte. Et là-dessus, on a vu qu'il y avait un manque, mais ne serait-ce que sur la question d'affichage et sur, on va dire, programme, ça veut dire c'est jeter devant soi, hein. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on met devant soi l'enseignant et les élèves pour dire voilà ce qui va vous arriver. Voilà, voilà. Donc forcément, ça organise. Et puis, pour dernier point par rapport à la question que j'ai évoquée, que Nathalie rappelait aussi, sur la question là, tels qu'ils sont conçus, encore une fois, en renvoyant à tout le monde, débrouillez-vous. Faites ce que vous voulez, mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. On fait pas tout à fait ce qu'on veut, mais quand même, on annonce cette idée que chacun fait ce qu'il veut et que les élèves, ils sont bon, l'individualisme vers lequel on nous pousse n'est pas, je dirais, politiquement, en tout cas, quelque chose qu'on défend aujourd'hui. Donc, un programme qui construit alors là, il y a une question démocratique à mettre derrière, mais qui construit des normes pour un service public. Je rappelle qu'on est dans un service public et que donc la question de s'adresser à tous et la question de la culture commune, évidemment, se Ok. pose. Voilà. Na- Donc, Nathalie, c'est pas qu'une fonction d'affichage. Nathalie, tu voulais rajouter un élément par rapport à cette question-là. Oui, juste pour dire que dans le, c'est vrai que la question de l'affichage, bon, quand je dis affichage, ça revient aux politiques de dire si c'est un affichage. C'est sûr que je voulais dire c'est quelque chose qui est un peu creux, parce qu'en fait finalement le texte des programmes ne dit pas tout de ceux qui s'enseignent, de ceux qui est enseigné, et ne dit pas non plus forcément tout de la finalité qu'on assigne, même si c'est un élément qu'on peut regarder depuis la didactique pour décrypter les savoirs qu'on peut mettre à l'étude avec ça. Donc ça dit des choses quand même, et ça a été une conquête quand même, la notion de programme, parce que ça assoit la discipline dans un statut en tant que discipline scolaire. Et donc c'était, ça peut porter un intérêt, ça peut porter des dynamiques de réflexion et de mouvement dans la définition et dans le travail de la consistance de notre discipline. Mais ce que je voulais dire, parce que ça fera un lien avec après, c'est que ces deux étapes, en fait, qui sont quand même, le programme, c'est quand même les choix qui sont faits dans, dans la sphère sociale de ceux qu'on importe. Nous, en didactique, on appelle ça les deux étapes de la transposition didactique, et c'est quelque chose qui est quand même au cœur de la réflexion sur ce qui s'enseigne dans les disciplines scolaires. Alors, entrons, si vous le voulez bien, un peu sur la nature des programmes et sur justement ce qui organise et détermine l'écriture des programmes, c'est-à-dire aussi la conception de l'éducation physique et sportive, puisque derrière, il y a de façon éminemment précise un débat et des controverses sur quelle éducation physique et sportive. Alors, je me tourne vers toi en premier, Nathalie, je rappelle que tu es donc professeur de PS, mais aussi chercheuse sur des questions de la didactique, hein, didacticienne, comme tu as précisé. Alors, de ton point de vue, de là où tu es, toi, quels sont les savoirs en éducation physique et sportive? Et je sais bien que ça pourrait être une grande conférence de 6 heures sur le sujet, qui ne s'épuiserait sans doute d'ailleurs pas, qui n'épuiserait pas le sujet, mais le défi, c'est de dire quels sont ces savoirs-là pour toi en EPS, pour les catégoriser, mais en 3 à 4 minutes. Alors, voilà, mais ouais, parce que comme tu dis cette question, quand tu dis quels sont les savoirs, déjà les savoirs ça fait débat, et en tout cas donc moi je vais le préciser comment nous on entend les choses, Mm. et donc on entend les choses en considérant que la fonction de l'école, c'est de mettre à l'étude des savoirs objectivés. Et les savoirs objectivés, c'est dans la longue histoire de l'humanité, ce qu'on a construit pour sortir de ce qui pouvait relever de la croyance, des opinions, de quelque chose, une idée de quelqu'un, et s'intéresser à ce que comment à la fois cette pensée se construit, et à la fois est-ce qu'elle rend compte et comment elle rend compte et qu'est-ce qu'elle est en cohérence ou dans une forme de est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle rend bien compte de la réalité sur laquelle elle se pose, en fait. Et au fur et à mesure, nous avons comme ça construit des savoirs qui
pas qui tombent, mais en tout cas qui nourrissent la notion de culture, on va dire. Et là aussi, culture, ça fait débat, mais en tout cas, cette culture-là, qui fait patrimoine et qui se transmet, qui se travaille et qui évolue. Et donc, la fonction de l'école, c'est ça. Et à partir du moment où on considère que c'est ça, eh bien, alors, pour nous, les savoirs en EPS, c'est forcément des choses qui viennent de l'extérieur de la sphère de l'école et qui sont étudiées, données à être étudiées. Donc, le domaine des activités physiques et sportives et artistiques, voilà, sont en tout cas les sources à partir desquelles on définit les savoirs, où on va travailler ce qui va faire savoir pour être mis à l'étude. Voilà, je sais pas si ça répond en 2 minutes à ta question. Si, très bien. Voilà, parce qu'après on peut décliner la question des savoirs, mais ce qui me semble important, c'est de, de vraiment faire ce lien et prendre la mesure de qu'est-ce que c'est qu'un savoir objectivé, c'est-à-dire qui sort de celui qui le porte. Parce que comme le disait Christian, mais je veux pas euh, peut-être dire des choses que tu aurais peut-être abordées après, c'est en ce sens aussi que l'on va pouvoir discuter et mettre en étude ce qui relèverait simplement d'un primat de l'individu ou d'un primat de la culture scolaire comme faisant autoréférence. Voilà. Merci. Christian, pour toi, on va dire pour le SNEP, sur cette question-là aussi, hein, de quel savoir en éducation physique et sportive, peut-être au singulier et pas au pluriel. Même chose, hein, en 2, 3 minutes, quel regard le SNEP porte sur le sujet? Bah, écoute, je vais tout simplement lire quelques phrases là issues des programmes alternatifs parce qu'on on y a répondu et on l'a écrit. Et en même temps, pour juste les présenter et en tirer un certain nombre de fils. On a écrit dans le préambule des programmes alternatifs qu'on propose les savoirs étudiés en EPS. Les savoirs principaux de l'EPS sont les techniques propres au but et aux significations culturelles et sociales de chaque APSA, son cadre réglementaire ou symbolique, ses codes culturels et sociaux. Elles trouvent leur origine dans la spécificité historique de l'activité humaine en jeu dans chacune d'elles, ses contradictions, ses inventions, ses évolutions. Ces savoirs intègrent des démarches, des attitudes ou comportements caractéristiques de chaque APSA ou communes à certaines d'entre elles. Ce corpus constitue le cœur disciplinaire de l'EPS. Les compétences et connaissances de l'élève correspondent à l'état d'appropriation et de maîtrise personnelle de ces savoirs dans des situations de pratique réelles. Ces savoirs en acte font l'objet de références nationales pour les élèves à la fin du collège et du lycée. Donc voilà, je crois que le texte est relativement clair et il repose, évidemment, pour ceux qui écoutent et puis qui entendent dire encore, allez, on reparle des techniques et machin et compagnie. Non, on a une vision, évidemment, des techniques qui est une vision à la fois complexe, humaine, et qui renvoie à finalement l'évolution et le développement de l'humain depuis la nuit des temps, où je dirais, l'espèce humaine s'est inventée des terrains de jeu, le sport, dans lequel il joue à se développer. C'est une thématique que j'aime bien rappeler. On joue à se développer. Et donc, on a construit là-dedans des techniques qui permettent justement de jouer et de se développer. Et justement, c'est ça qu'il faut décortiquer pour savoir à travers ça ce qu'il y a. Et donc, à l'inverse de ce qui se passe un petit peu historiquement dans nos programmes et des discours qu'on peut entendre sur l'éducation physique, où on cherche à séparer, cloisonner les choses, les champs d'apprentissage, les compétences méthodologiques, les compétences sociales, les AFL, nous, au contraire, on a une vision, je dirais, intégrative à travers l'apprentissage et l'étude des techniques qui doivent devenir des outils pour agir véritables et donc des appuis émancipateurs, c'est-à-dire des choses qui, intégrant le sens et le but de ce que je dois faire, eh bien, je dois m'organiser pour apprendre des choses dans telle activité qui ne sont pas de même nature, dans telle autre. On n'apprend pas de la même façon, je termine, on n'apprend pas de la même façon en natation qu'on apprend en escalade. Voilà, donc ces savoirs sont complexes, évolutifs et signifiants. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Encore une fois, les programmes donnent à voir ce qu'il y a à apprendre. Ils ne donnent pas ce qui est réellement enseigné, évidemment. Ils ne donnent pas bon, tout un tas d'outils professionnels, notamment des outils pédagogiques, pour arriver à les faire étudier aux élèves.
Alors, on va partager justement dans le chat le lien vers les programmes alternatifs. Voilà, c'est fait. Merci, Dom, de ce partage-là. Vous pourrez retrouver et relire le texte que vient d'indiquer Christian sur la réflexion sur les savoirs. Alors, Olivier Gonzalez, toi, tu t'es situé dans ton travail de thèse et dans l'ouvrage que tu as réalisé sur EPS et controverses sur finalement une observation de ces controverses. Nathalie faisait référence à des débats en disant oui, ça fait débat. On voit qu'il y a des discussions. Christian aussi a fait référence à cette question-là sur la définition des savoirs à travers les quelques dernières années de l'histoire de l'éducation physique et sportive. Est-ce que tu peux partager avec nous les principales controverses que tu as pu identifier autour de cette thématique-là? Alors attends, il faut qu'on allume ton micro. Olivier, attends une seconde. C'est bon, je pense que là, on devrait t'entendre. Vas-y. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, pour répondre à ta question, Bruno, je distinguerai trois sous-objets dans les controverses qui ont lieu concernant les programmes EPS quant à la définition de ces savoirs. Donc, le premier sous-objet est la question conflictuelle du choix d'une classification. Ça, on le sait, ça a perduré donc à travers tous les programmes depuis le milieu des années 90. Donc, classification qui doit opérer une sélection culturelle des contenus. Et schématiquement, soit on privilégie un regroupement empirique de sport qui s'accorde avec les usages et le sens commun, et on aboutit donc aux 8 groupes d'activités qui sont défendus par le SNEP, soit on recherche des registres d'action qui sont plus généraux et qui tentent de couvrir l'ensemble des problèmes moteurs posés par l'ensemble des activités physiques et sportives et artistiques. Et là, on a donc euh, des domaines d'action, des compétences culturelles, des compétences propres à l'EPS, des champs d'apprentissage qui sont défendus par l'inspection générale et par quelques universitaires qui ont dû concevoir un projet de programme. Alors, le choix de l'une ou de l'autre de ces classifications n'est ensuite, bien sûr, pas neutre du point de vue de la mise en forme scolaire des contenus d'enseignement, puisqu'ils vont être soit plutôt déclinés en termes de savoir-faire moteur, propre à des APSA, ce que Christian disait, des techniques, soit plutôt en termes de principes transversaux à des APSA. Voilà, alors, la deuxième chose, c'est que la question du choix d'une classification est aussi en mettre en relation avec la nature d'un programme scolaire et la fonction principale qu'on peut en attendre. Alors, c'est notre deuxième sous-objet. Et il y a une cohérence quand même entre une classification dite culturelle et un programme donc à vocation encyclopédique qui peut-être en termes d'affichage n'est pas, comme on l'a dit tout à l'heure, n'est pas d'un point de vue politique euh, si intéressante que ça, et une classification et, donc, oui, un programme à vocation encyclopédique, donc centralisé, mais aussi à visée égalitaire. Et on a aussi donc une cohérence entre une classification qui va être plutôt désportivisée et qui va s'accorder avec un programme resserré sur quelques principes essentiels qui vont peut-être donc avoir pour le politique répondre à cette fonction d'affichage et qui vont être aussi modulables selon les contextes locaux d'enseignement. Alors, d'un point de vue scientifique, ces deux types de regroupements ne répondent pas à une logique strictement taxonomique, mais ils servent tout de même bien d'outils pour classer des APSA dans les programmations d'établissement et en particulier dans les épreuves certificatives. Le troisième, je dirais, sous-objet dans les controverses un petit peu autour des savoirs, c'est la tension entre culture et rationalisme qui va s'exprimer donc à travers les programmes EPS et dans les justifications des différentes positions en présence. Alors, un exemple de cette tension, on en a un petit peu parlé, Christian en a parlé, c'est celui de la montée en puissance de la rationalité instrumentale, qui va chercher donc à ordonner les moyens les plus efficaces au but poursuivi et qui va avoir quand même des effets néfastes sur l'idée de culture. Et il y a un certain nombre de sociologues du curriculum, comme Jean-Claude Forquin, comme Isabelle Harley, comme Jean-Pierre Terrail, qui vont dénoncer, chacun à leur manière, à travers ce surinvestissement du méthodologique, la prééminence des compétences utilitaires sur l'exigente acquisition de savoirs proprement disciplinaires. Et donc l'inspection générale, elle, de par ses missions de mise en œuvre d'une politique d'éducation, elle n'a
pu que prendre en compte cette montée en puissance de cette rationalité instrumentale à travers donc cette survalorisation des compétences méthodologiques et sociales, et au détriment donc des savoirs sportifs. Merci Olivier. Tu voulais réagir, Nathalie. Tu me faisais signe que. Ouais, parce que, mais en fait, moi, je trouve que c'est quand même important de revenir là sur la notion de politique et finalement les, les conceptions qui sont à l'œuvre derrière ces politiques, elles sont pas, elles viennent pas de nulle part. Et il y a des formes d'influence en fait de l'évolution des champs qui expliquent l'activité humaine. Hein, et on voit très bien en fait dans les textes officiels ce qui est qui avance plus ou moins masqué. D'ailleurs, il y a une époque qui était très intéressante. C'était les deux textes, les premiers textes du lycée pour le collège et pour le lycée qui ont été d'abord émis par le ministère de l'Éducation nationale, puis retoqués à l'issue des débats qu'il y avait avec le GTD. Et là, on voyait bien les deux oppositions et ce qui était, les conceptions qui étaient implicites, plus ou moins implicites en tout cas. Et moi, je trouve que par rapport aux classifications qui sont posées là, sur les objets en débat, euh, j'ai pas retenu le prénom du collègue, Olivier, voilà. Moi, il me semble, bon, il parle des règles des registres d'action, mais je trouve que ce qui est important, c'est de repérer la notion d'activité, en fait. Alors, ça fait aussi débat, hein, ça, dans les sciences humaines, action-activité, mais l'activité, c'est quand même, c'est l'activité d'adaptation au milieu, en fait, au milieu, et à l'appropriation de ce milieu. Et l'activité, elle est portée par deux choses, le sens et par l'efficience. Donc, ça veut dire que tout ce qui concourt à ça, finalement, crée, alors, on peut rétrécir l'entonnoir ou l'élargir, mais créer une recherche d'efficience, donc une façon de faire et plus efficace et plus économique. Voilà. Et les activités physiques et sportives, elles n'échappent pas à ça. Et la notion de culture, elle est là. C'est-à-dire que la culture, c'est le fruit de l'activité humaine, historiquement cristallisée en activité, parce que voilà, c'est ça qui est le cœur. Et ça, c'est important de le garder en tête, parce que c'est ce qui permet de repérer ce qui fait, justement par rapport aux compétences, euh, euh, c'est-à-dire le dispositif ou l'exercice ou la tâche que l'on a proposée, c'est finalement quelle activité est mobilisée et sollicitée, et on peut voir s'il y a une densité en savoir ou s'il n'y a pas de densité en savoir, sans parler ensuite de la question, peut-être qu'on verra plus tard, de la légitimité des savoirs qui sont proposés à l'étude. Et la question de la légitimité, elle vient ensuite aussi ben du domaine duquel ça sort et de de la robustesse ou le fait que ce soit pas simplement une réussite personnelle, même si on a bien vu dans l'histoire que des réussites et des créations personnelles pouvaient devenir ensuite des objets techniques partagés. Et c'est bien dans ce passage-là de dépersonnalisation que se crée aussi la culture. Alors peut-être une autre façon de revenir sur la troisième controverse qu'Olivier a pointée, hein, on a vu que à la crise du Covid, d'une certaine façon, on est sorti d'une certaine invisibilité des corps. Et les JOP, avec la mesure des 30 minutes de bouger à l'école, ils ont finalement un peu superposé les objectifs de lutte contre la sédentarité avec celles de l'éducation physique. Une superposition qui tend finalement à opposer des savoirs qui seraient relatifs à gérer sa vie physique, plutôt, on va dire, aux questions du côté méthodologique, avec un apprentissage des techniques sportives. D'ailleurs, Christian disait, oh, c'est un peu ringard de parler de techniques sportives. Alors, Nathalie, je me tourne vers toi, où aujourd'hui, il semble que pour certains, l'idée de pouvoir, l'idée qui est sous-tendue hein, par l'idée de donner des pouvoirs aux élèves de gérer leur vie physique, semble s'opposer finalement à une EPS qui devrait construire des savoirs, surtout pour agir dans l'ici et maintenant. Alors, comment tu gères cette tension, ou quel est ton point de vue plutôt, sur cette tension entre ceux qui opposeraient une EPS qui devrait préparer un élève à agir sur l'après-école et sur ceux qui défendent l'idée, comme par exemple le SNEP, sans du tout l'opposer, hein, mais sur l'enjeu important de se transformer dans l'ici et maintenant. Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, dans toutes ces questions, il faudrait poser quand même vraiment de quoi on parle. Parce que quand on oppose le savoir comme pouvoir d'agir
où le savoir comme mon pouvoir d'agir dans une situation ici maintenant, par exemple, et la projection de l'utilité de ce savoir dans la vie future, si j'ai bien compris un peu les termes de ta question, mais là encore, ça c'est pas sans lien avec les conceptions et l'analyse que l'on fait et de l'individu en relation avec son milieu, et de la fonction de l'école dans la société. On ne peut pas défaire ces trois instances parce que on voit là en ce moment que le ce qui avance à peine masqué dans l'approche par compétence et dans les tentatives de la légitimer comme étant euh, dans un certain pragmatisme, une certaine visibilité, une certaine simplicité. Enfin, moi j'ai lu le texte de Sèvres avant de venir là sur les tâches complexes qu'elle met. Qu'elle attaque comme si la complexité ça c'était un obstacle à la réussite et en fait cette histoire-là c'est quand même pas neutre avec la forte entrée en puissance des sciences cognitives un peu radicale et du socioconstructivisme un peu radical alors que selon les points d'appui que l'on prend, non didactique, on s'arrête un peu au socioconstructivisme wittgenstein, où on considère que les constructions, elles sont dans une interaction, des transactions d'activités. Et forcément, là, le débat, pour moi, il se poserait pas forcément dans ces termes-là. Parce que quelqu'un qui a appris à courir, la question, elle se pose pas de savoir si ensuite il va avoir envie d'aller faire un footing à l'extérieur. Parce que c'est pas de cette c'est pas tout à fait la même c'est pas finalement c'est pas le problème qui se pose c'est pas la raison pour laquelle on le met à l'étude voilà et donc là c'est un débat qui est un peu que je trouve un peu compliqué pour moi de répondre en tant que didacticienne. Je peux te répondre en tant que prof de gym, mais en tant que didacticienne, ce qui me semble important de pointer, c'est que finalement, moi je vois que la conception et les appuis sur les sciences humaines et sociales que l'on prend en didactique avec une conception de l'individu et de la culture, eh bien, sont moins favorables à des politiques libérales d'éducation. Voilà. Qui préfèrent un repli sur l'individu avec une novlangue, parce que dans les textes officiels, moi, le choc des savoirs, ça ne veut rien dire. Il y a tout un tas de mélanges de concepts qui ne veulent rien dire, en fait. Voilà. Donc, c'est compliqué. Alors, je réponds pas à ta question, je pense. Mais, non, mais bon, c'est bon, deuxième question. Alors là, ouais. cette fois, j'interpelle Angelco, Nathalie et Olivier. Aujourd'hui, finalement, quand on regarde un peu la littérature européenne, mais aussi française, hein, on a une tension qui naît entre finalement, pour un certain nombre d'observateurs, hein, parce qu'on pourrait discuter aussi ces travaux, entre une aspiration de la jeunesse qui serait un peu en dehors du modèle sportif et un certain nombre d'enseignants de PS, dont les enseignants français, qui seraient trop centrés sur le modèle sportif, contrairement à ce que la jeunesse porterait comme aspiration. Et par exemple, l'ouvrage de Guillaume Ditch revient là-dessus. Et il dit aujourd'hui, par exemple, en se référant à une étude de l'INJEP, seulement 10% des 15-29 ans déclarent pratiquer une activité sportive pour les motifs liés à la compétition et à la performance. Leur engouement pour les pratiques est plus ludique, convivial, autour du bien-être et de la santé. Et c'est un marqueur de société qui aspirerait à un autre modèle un autre modèle de type de pratique. Alors, ça vient profondément questionner ce que tu disais, Nathalie, c'est-à-dire le sens de l'école. Quel est le rôle et la fonction de l'école? Alors, Angèle Cozodrine, toi, tu es à la direction nationale du SNEP. Par rapport à cette tension-là et ce regard critique, en fait, hein, qui est un peu porté entre eux à ce que le SNEP peut développer, qu'est-ce que tu peux en dire? Bah, tu nous demandes en creux, est-ce que les enseignants de PS et leur syndicat majoritaire, le SNEP-FSU, n'évolueraient pas avec le temps qui est le nôtre? Je vais commencer par dire que non seulement il ne faut pas évoluer avec tout de notre temps, mais je pense qu'il faut évoluer contre un certain nombre de choses de notre temps. Je donne un exemple, nous vivons par certains côtés
une période exécrable. L'extrême droite est en train de monter dans notre pays. Nous avons un dérèglement des services publics. Nous avons les violences en tout genre qui existent dans la société. Je ne parle pas des guerres à l'international, etc. Le néolibéralisme, qui est le modèle actuellement en vigueur, si j'ose dire, dans les sociétés un peu partout dans le monde, dont la nôtre, produit des effets catastrophiques pour les sociétés et les individus en leur sein. Christian l'a dit tout à l'heure, l'individualisme, qui est un phénomène qui existe depuis un certain temps, est promu comme une des valeurs des plus importantes. Qui a ses répercussions à l'école, évidemment. Il me semble que, et en même temps, un certain nombre d'acteurs du système et de la vie politique de notre pays mettent au premier plan des concepts comme la bienveillance, qui d'ailleurs a fait son entrée à l'école et serait un des maîtres mots. Je pense qu'il y a une dose de démagogie dans tout cela. Et tout est fait pour faire écho à un certain nombre de propos dont ceux de Nathalie, tout est fait pour contourner, voire freiner l'accès à la culture, qui pour nous est primordial, pour toutes et tous. Et donc, pour basculer vers ce que je vais dire comme important pour le SNEP, en quelques mots, je vais vous lire l'extrait du projet que le SNEP FSU porte pour l'école depuis son congrès de 2017. L'appropriation des éléments les plus essentiels de la connaissance produite par l'humanité, dans sa diversité, mais aussi en retenant les savoirs les plus universels, devient dans ce cadre un objectif primordial à opérationnaliser dans les disciplines scolaires. Le processus d'acculturation, qui est à la fois processus et résultat de cette appropriation, est l'outil principal de l'émancipation. Il me semble que notre orientation est très claire là-dessus. Alors, sur la question de la pratique sportive, je me permettrai de nuancer un petit peu ce que tu viens de citer de l'étude. Non pas qu'elle est fausse, elle donne ce qu'elle donne, mais la même étude. Alors d'abord, la pratique sportive dépend de plein de choses, dont les politiques sportives, encore une fois, menées par le gouvernement et les ministères consacrés. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, elle soit tout à fait à la hauteur des nécessités. Les pratiques en club, certes, sont boudées par un certain nombre de jeunes, mais pour l'ensemble de la population, par exemple, aujourd'hui, nous avons la même étude montre que 36% des femmes et 41% d'hommes pratiquent dans le tissu associatif, donc dans les clubs. Donc bon, tout ça mérite certainement d'être questionné, tu as raison, mais aussi apporte des nuances. Je dirais alors, pour revenir sur l'éducation physique et sportive, pour arrondir mon propos, à l'école donc, est-ce qu'apprendre un savoir nager tel qu'il existe aujourd'hui, qui a le mérite d'exister par son principe, enfin dans son contenu, qu'on peut réussir si on bachote un petit peu avec une nage tout à fait approximative, je n'utiliserai pas d'autres termes, est-ce qu'on peut comparer, ou plutôt on compare les exigences pour arriver à réussir ce test avec ce qu'on peut appeler la natation sportive et un certain nombre de techniques apprises, par exemple comme la technique de crawl dans un milieu codifié, il me semble que les exigences, niveau d'exigence, est sans commune mesure. Je ne développe pas la place des arts qui me semble irremplaçable et indispensable, les sports collectifs, etc. Si je poursuis mon raisonnement sur l'ensemble des activités physiques, sportives et artistiques, enfin, en tout cas en grand nombre, tout le monde comprendra bien pourquoi le SNEP FSU porte aujourd'hui, pour l'école, l'exigence des 4 heures d'éducation physique de la 6e à la terminale. Je termine avec une idée. À l'école, qui résonne avec ce que je viens de dire, à l'école, on ne s'agite pas. On ne vient pas pour bouger, ni même pour s'entretenir. On y vient pour se développer. Et en EPS, il s'agit d'un développement physique, évidemment, dont sa dimension intellectuelle, émotionnelle, etc. Et il me semble que l'étude pratique des APSA est la meilleure des voies de développement à ce jour pour l'éducation physique et sportive. Merci, Angelco. Olivier, bon, tu as étudié beaucoup de controverses en éducation physique et sportive. Comme vient de le souligner Angelco, c'est vrai que dans la façon dont je présente les choses et le débat est posé, il semble que les regards soient mis systématiquement un peu dos à dos, comme s'il n'y avait pas d'articulation possible entre aspiration de la jeunesse, qui serait centrée sur d'autres éléments, ludiques, convivialité, qui s'opposeraient nécessairement à compétition, performance, alors qu'il y a des choses qui peuvent tout à fait s'articuler. Toi, par rapport à cette tension-là, entre aujourd'hui sur les aspirations de la jeunesse, comment tu perçois cette controverse dans le monde de l'éducation physique et sportive?
Sur les aspirations de la jeunesse, je n'ai pas de données particulières à mettre en avant. Si je m'appuie sur ces enquêtes, bon, il faut déjà voir quelle définition est donnée au terme compétition. Hein, si c'est la réglementation de la confrontation et de l'issue de l'affrontement, eh ben, beaucoup d'APS, quasiment toutes, sont constitutives de cet affrontement et donc ont cette dimension compétitive. Après, si on entend compétition par institutionnalisation d'un classement entre élèves ou entre équipes qui va être systématisé, alors effectivement, bon, cela peut poser des problèmes d'inhibition d'élèves, de rejet d'une activité, de rivalité exacerbée entre élèves ou entre équipes. Donc voilà, là c'est un avis qui serait plus personnel. Je dirais que donc l'école n'a pas pour fonction d'exacerber cette deuxième forme de compétition, hein, mais qu'elle doit par contre utiliser à bon escient la compétition comme épreuve ponctuelle, comme une épreuve terminale qui va finaliser une séquence d'enseignement, qui va être révélatrice de progrès moteur, et qui va être aussi source d'émulation, avec l'idée qu'il faut toujours bien sûr, préserver l'égalité des chances au départ. Et donc, sur ce sujet, bah, il y a quand même aussi le numéro de la revue Contre-Pied hein, sur la compétition, qui est paru en 2009 et qui est très intéressant et qui, voilà, même avec différents avis, justement, et le texte de Pascal Borde, justement, qui n'est pas un partisan de l'obsoculturalisme de l'EPS, est aussi intéressant avec les contre-pieds éventuels de la compétition. Voilà, donc Merci Nathalie, j'ai tu as d'autres. commencé à évoquer hein, la question de la définition et rôle et fonction de l'école. Alors, par rapport à cette discussion-là sur les aspirations de la jeunesse, les types de pratiques et ce qui devrait s'étudier à l'école, quel regard tu portes? Euh, alors, il y a les objets que tu incorpores, et puis il y a la façon dont tu les enseignes et ceux que tu enseignes, voilà, parce que tu peux dire que tu programmes du volleyball, du foot et de la natation, et t'as pas encore clairement identifié ce que tu allais enseigner, ce que tu allais donner à vivre et à faire construire, dans quel genre d'activité tu allais euh, entraîner les élèves, enfin entraîner pas au sens sportif du terme, mais mobiliser les élèves. Donc, euh, moi je pense hors même de la seule sphère de l'éducation physique, le système scolaire aujourd'hui est un système scolaire qui met en souffrance. Là c'est la prof de gym en poste qui le dit. Enfin, voilà. Donc voilà, la compétition, je pense pas que ce soit nous, par nos pratiques physiques et culturelles et plutôt d'obédience sportive. Et moi, je pense quand même que ce serait bien, là, c'est un petit débat que j'ai avec le SNEP, qui aurait le coup d'être un peu approfondi. Euh, la notion de pratique culturelle, hein, on peut très bien s'appuyer sur les APSA et culturels et artistiques, sans pour autant être dans un modèle sportif stricto sensu tel que c'est véhiculé. Voilà, ça serait un petit peu à travailler. Mais c'est vrai que la compétition qui fait Qu'est-ce que tu veux dire par là? mais on va sortir des cadres des 2 minutes. Je veux dire qu'en fait, non, mais sur les pratiques, parce que le domaine culturel est un domaine en évolution. Voilà. Les pratiques, alors là, les pratiques de développement personnel, par exemple, qui font débat. Qui Euh, sont pour nous le troisième groupe d'études au sein de l'éducation physique et sportive. voilà. Bon, ben ça, on peut l'appréhender. Enfin, il y a c'est une complexité. La façon dont apprendre au sein de la compétence, enfin, le champ 5 là, par exemple, qui fait difficulté aussi dans la finalité, et qui a fait un peu difficulté par rapport, enfin, on a eu des débats au SNEP par rapport à ça. Donc ça, voilà, D'accord. c'est dans ces dimensions-là qui sont en lien avec le fait de l'évaluation de ce que ça produit, en fait. Et c'est sur ça que ça a été un petit peu difficile. Mais pour revenir à la souffrance ou à la difficulté ou à l'aspiration des élèves, moi je pense que créer les conditions de la réussite, du progrès, c'est quelque chose qui est loin d'être encore obtenu. Et le déficit en formation des profs de gym, forcément, n'aide pas. Et moi, je vois que les textes officiels, quand ils évoluent avec les AFEL 2 et 3, qui sont finalement de façon détournée des outils pour aider les enseignants à gérer les problèmes de tenue de la classe, en fait, finalement, hein, et qui ne
et qui transforme une réussite en éducation physique sur des domaines qui ne sont pas de l'appropriation et de la construction de savoir, proprement culturel, je pense que là, on s'écarte, il faut que je raccourcisse, Non, non, on s'écarte de ce qui permet un sentiment de satisfaction des élèves en EPS. Voilà. Et juste pour revenir quand même sur les histoires de, de, de principes transversaux là, qui portent beaucoup et qui vont aussi vers les choses très personnalisées sur le bien-être, etc. C'est quand même ça. C'est pas pour rien que on nous coupe là du domaine culturel parce que ces concepts-là sont propices à sortir de l'activité culturelle et renvoient encore une fois hein, l'individu en autoréférencement et la culture scolaire. Ce qui se fait dans l'école et dans le moment de l'école comme donnant référence. Moi, je ne crois pas que ce soit une voie de réussite. Voilà. Je ne crois pas que ce soit une voie d'épanouissement pour les élèves. Christian, tu voulais donner ton sentiment par rapport au sujet, à la discussion? Oui, juste deux réflexions. La première, c'est que les enquêtes qui sont faites sur les motivations des jeunes, c'est des enquêtes qui sont déclaratives, c'est-à-dire qui se basent sur ce que disent les gens, et on leur présente la plupart du temps une liste de thématiques qui doivent hiérarchiser ou qui doivent cocher. Donc forcément, les répondants mettent en opposition ou en hiérarchie la compétition avec d'autres choses. Donc dans le moteur de l'humain, c'est sûr que ça peut être problématique. Je ne pense pas que ça puisse être un argument pour, à un moment donné, faire des choix en éducation physique sur ce qu'il faut ou pas faire. Ça, c'est la première remarque. Je ne nie pas l'intérêt des choses, mais je ne pense pas que ça soit à partir de là C'est comme si on demandait finalement en mathématiques, on fasse des enquêtes sur est-ce que les élèves aiment bien ou pas la géométrie ou tel truc, et puis qu'ils disent, bah non, bah, puisque les élèves n'aiment pas ça, on va pas en faire. Donc bon, voilà, je trouve ça toujours un peu curieux. Et le deuxième chose, c'est sur la question de la compétition. L'école, elle n'est pas là pour organiser la compétition entre les élèves, de quoi que ce soit, sans doute. Mais est-ce que la compétition est un objet d'étude sur lequel on peut faire intervenir les élèves pour qu'ils comprennent ce que c'est et justement mettre en... C'est ça le problème. On dit toujours qu'il faut former un citoyen critique, lucide, machin, etc. À quel moment, si on enlève tous les sujets qui peuvent être préoccupants ou qui peuvent être problématiques, on leur permet ou pas de s'inscrire dans leur environnement au quotidien. Donc je pense que l'école, et l'éducation physique, puisque c'est notre matière, devrait justement se préoccuper des questions comme celle de la compétition pour que les élèves, à la fois s'y confrontent de manière évidemment pas avec tous les travers qu'on peut lui connaître aujourd'hui dans la société, mais s'y confrontent et que ça fasse l'objet justement d'une étude, d'une discussion, d'une réflexion entre les élèves, les profs, etc. Et si on ne l'a pas vécu, si on le de façon comment dire, justement d'études, eh bien, bah, ça reste en l'état. C'est-à-dire que bon, bah, il y a les gens qui vont aimer, d'autres qui vont dire, bah, moi, j'aime pas. Bon, voilà. Donc, oui, je pense que l'école et donc l'éducation physique doit se préoccuper de cette question-là, l'inscrire dans sa démarche. Ça ne veut pas dire qu'il faut y faire une place considérable. Ouais, franchement, aujourd'hui, elle est où la compétition en EPS? Dans les pratiques concrètes des collègues, elle est où? C'est pas un danger aujourd'hui, hein, Merci Christian. Alors, on va basculer un peu sur la question de la certification en éducation physique et sportive, et puisqu'il y a les programmes et certifications. Dans l'introduction, alors Alexandre Majeski, je me tourne de toi, tu es professeur de PS à l'Académie de Grenoble, et tu es aussi à la direction nationale, et tu suis notamment la question des collèges. Je me tourne un peu vers toi, puisque alors, le ministère semble ouvrir une porte autour mais est-ce qu'on ne pourrait pas évaluer l'EPS au DNB? Alors, ma question, c'est de dire, mais aujourd'hui, quelle est la place de l'EPS au DNB? Quel regard le SNEP porte sur sa place au sein du DNB? Puisque certains défendent l'idée que on aurait une place importante parce qu'on pourrait euh, euh, être évalué dans plusieurs endroits. Et à contrario, qu'est-ce que propose le SNEP par rapport à par rapport à un DNB et un EPS? Oui, bonsoir à toutes et à tous.
Donc bon, Bruno, ta question, elle est double, donc j'y répondrai en articulant ce que nous dénonçons et ce que nous proposons. Voilà, donc on reste dans notre intention d'opposants et de proposants. Depuis 2016 et la réforme du collège portée et imposée par la ministre Najat Vallaud-Belkacem, le PS est marginalisé et fragilisé au sein du système éducatif. Parce que tout d'abord, et dans un premier temps, les programmes ont été vidés de leur contenu sportif et artistique. Euh, voilà, ça c'est la première chose. Et aussi, les programmes ont perdu leur dimension nationale. Parce que, et là, d'autre part, nous longtemps, tu me posais la question, le, le DNB, enfin, les, enfin, l'épreuve physique, entre guillemets, je mets physique, mais d'EPS, a été supprimée. Donc, notre discipline est alors assignée au renseignement du controversé livret de compétences, dont vous avez un petit peu parlé, qu'on a appelé LSU puis Elson. Et ce livret est synonyme pour bon nombre de collègues d'usine à cases absurde et totalement déconnectée du terrain. Les savoirs spécifiques en éducation physique et sportive ne sont plus pris en compte pour l'obtention du diplôme national du brevet. Ce qui fait qu'à un moment donné, l'EPS, elle perd peu à peu sa dimension constitutive, ce qui est essentiel, à savoir les techniques, les tactiques. Voilà, vous en avez parlé là depuis le début de l'émission. Euh, elle a perdu ça et elle est de plus en plus réduite, d'un autre côté, à une simple activité contributive au bien-être des élèves, à la santé, et puis à créer un climat propice aux apprentissages des dits fondamentaux. Euh, si on continue, si on continue dans cette direction, le risque est grand qu'on transforme des enseignants d'EPS de l'éducation nationale en de simples en fait en des professeurs en fait locaux de compétences méthodologico-sociales ou de santé ou de citoyenneté. Et dans ce cas-là, l'évaluation, elle pourrait être réduite à une simple, enfin à une batterie de tests de capacité physique, ou pire, à un absurde et néfaste jugement sur le comportement. On avait par exemple vu la note de vie scolaire apparaître. Dès lors, nous pensons au SNEP qu'il faut construire collectivement, avec la profession, des alternatives, qu'il faut changer de cap. Euh, et pour changer de cap, on doit partir du principe qu'il faut reconnaître l'importance de l'éducation physique et sportive à l'école, et cette reconnaissance passe notamment et conjointement par l'identification de savoirs qui soient exigeants dans les activités physiques et sportives, dans les APSA. Ça, c'est une première chose. Et ça passe aussi par une épreuve de PS au diplôme national du brevet. Une véritable épreuve. Et donc, j'en viens aux propositions, puisque tu m'interroges sur les propositions. Nous pensons, nous plaidons pour il y ait une évaluation à la fin de la scolarité de collège, donc en troisième, une évaluation d'acquisition motrice, ou technique, ou tactique, voilà, dans 3 APSA, qui soient de champs différents, soit pris de champs différents. Cette évaluation doit être organisée en CCS. Attends, juste, tu dis de champs ou de groupes différents? Parce que le mot est. Ah, pardon, Si je tu- dis de groupes différents. D'accord. J'ai fait une confusion en discutant, en parlant comme ça. Oui, Ouais. oui. Non, non, de groupes différents, et ça doit être organisé en CCF, voilà, et bien entendu, avec des référentiels qui soient définis nationalement. Et pour être plus précis, dans ces 3 APSA, il y en a 2 qui auront fait l'objet d'au moins 40 heures de pratique effective, et il y en a une que nous appelons APSA d'approfondissement, qui aura fait l'objet de 60 heures de pratique. Alors, Eric Donat, toi, tu es professeur de PS à l'Académie de Lyon, tu es aussi à la direction nationale et tu suis un peu toutes les questions des lycées professionnels, des lycées en général. Alors, le PS est évalué au bac.
Donc, est-ce que c'est une bonne chose que le PS soit évalué au bac? Oui, bah, en première intention, bien sûr qu'on pourrait, on pense que c'est positif. C'est positif tout simplement parce que l'évaluation au bac de l'EPS, comme les autres disciplines, elle assoit quand même la légitimité de la discipline EPS. L'évaluation au bac, elle propose des épreuves qui viennent attester d'un certain nombre de savoirs qui sont construits, qui sont acquis en fin de scolarité obligatoire. Et ça, bah, ça donne une assise à la fois de la place et de la fonction de l'éducation physique et sportive au sein de l'école. Et c'est assez symbolique, hein. On pourrait facilement imaginer que si on venait à doubler le coefficient de l'EPS au bac, bah, tout simplement, déjà, la perception des enseignants de la discipline, la perception des élèves et la perception des familles concernant la discipline changerait. Après, on peut pas se contenter sans doute de cette première approche. Il y a quand même des limites et il faut dépasser, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe concrètement. Il y a beaucoup de limites. Moi, j'ai envie d'en évoquer deux qui ont déjà été un petit peu évoquées. La première, elle touche, à mon avis, sur quelque chose qu'on travaille au SNEP, qui est la question des référentiels nationaux. Ces référentiels nationaux, s'ils sont nationaux, bah, par voie de conséquence, ils sont communs, et c'est un bien commun de la discipline. Et néanmoins, à l'heure actuelle, au bac, ils ont explosé. Ils ont explosé parce que on a été orienté vers la construction de référentiels qui font commun, mais non plus au niveau national, mais à l'échelle de l'établissement. Et donc, à l'échelle du pays, on n'a plus de référentiel qui soit commun indépendamment du lieu où on se trouve sur le territoire et indépendamment du public auquel on s'adresse dans notre établissement scolaire. Moi, j'aimerais aller un peu plus loin que ce qui a été dit tout à l'heure et rebondir un peu sur ce que disait Christian, c'est que ces référentiels, la perte de ces référentiels communs, en réalité, sur le temps long, si on reste dans cette situation, ça va nous faire perdre collectivement des repères explicites, professionnels, mais aussi des repères implicites qui peuvent structurer nos pratiques enseignantes et qui sont adossés à ces référentiels communs. Et ça, en fait, progressivement, la perte de ces repères à la fois explicites, à la fois implicites, la perte de ces pratiques communes, en fait, progressivement, sur le temps long, nous, ce qu'on pense, c'est qu'elles vont venir déstructurer, désagréger professionnellement, en fait, le genre professionnel des enseignants d'EPS. Et là, bah, derrière ça, il y a un projet politique qui est quand même, à notre avis, vraiment délétère. Il y a une deuxième limite, on pourra en évoquer beaucoup d'autres, mais là, on a choisi d'en évoquer une deuxième, c'est par rapport à ces fameuses épreuves au bac, c'est la question du bachotage. Et là, ça touche un petit peu à ce qu'on a dit précédemment. On peut envisager le bachotage comme le fait de préparer de manière intense un examen dans l'unique but de le réussir. Là, le mot important, c'est le mot unique. Et l'unique but de réussir cet examen, ça peut nous amener à élaguer un petit peu les savoirs en lien avec l'épreuve, justement, et donc plus à chercher à s'approprier un savoir dans toutes ses dimensions et surtout dans toute sa complexité. Et là, en fait, ça dessine une tension qu'on a commencé un petit peu à évoquer, une tension entre l'épreuve et une tension entre l'étude des absas. Et si on prend l'exemple du demi-fond, l'ancien référentiel commun du 3 fois 500, hein, qui est encore mis en œuvre par des équipes, si on s'organise autour de l'épreuve, dans ce cas, dans une dimension de bachotage, on va autour de notions de gestion d'effort sur une distance donnée, le 500 mètres qu'on va courir 3 fois, organisé avec un temps de récupération normé. Et à partir du moment où on commence à normer le temps, on voit bien que la diversité des rapports d'intensité et de récupération, on réduit un petit peu l'étude et également, par rapport à cette notion du 3 fois 500 mètres, on va se centrer dans cette dimension de bachotage sur une fiabilisation de plus en plus précise du projet de course. À l'inverse, si on va sur une étude pratique des absas, et donc là, on se distance du 3 fois 500 et on s'ancre dans le demi-fond, on va s'insérer dans une épreuve athlétique, le demi-fond faisant partie de l'athlétisme, et on va aller essayer de s'approprier des éléments culturels significatifs de l'athlétisme et du demi-fond, le dépassement de soi, le dépassement de l'autre, les jeux de coopération et d'opposition avec les changements de statut, le lièvre, le peloton, etc. Et là, on voit bien qu'on dépasse le simple bachotage un petit peu restrictif de l'épreuve, et ça, c'est une limite quand même du bac. Alors, quand on regarde le dernier rapport du bac, hein, en lycée, on constate une évolution quand même des notes positives. D'ailleurs, le rapport se félicite de cette montée des notes. On est près à plus de 14. Est-ce que ça veut dire que les élèves français sont très bons en EPS et que finalement, nos élèves ne cessent de progresser?
Alors bah là, j'ai envie de dire un peu comme Nathalie, pour répondre à ta question, très bon en EPS, il faudrait qu'on définisse un peu qu'est-ce qu'être bon en EPS. Euh, Moi, j'ai envie de pointer un double panorama qui est complètement contradictoire et qui pourtant existe au même moment. Ce double panorama, il est d'un point de vue éducation physique et sportive. Effectivement, on a une augmentation des notes. En 2018, sur le bac général et technologique, on était à 13,9 de moyenne avant le Covid. Et en 2022, on arrive à 14,7. Donc, on voit que les notes augmentent. Et cela se fait notamment par le biais du champ 5. On a une très forte augmentation de la programmation des APSA du champ 5, puisque parmi les 7 APSA les plus choisis dans les ensembles certificatifs, on en a 4 qui sont du champ 5. Les notes du champ 5, bah, ce sont celles qui permettent aux élèves d'obtenir les meilleurs résultats, hein, puisque parmi les 7 APSA qui permettent d'obtenir les meilleurs résultats, on en a 5 qui sont du champ 5. Et enfin, comme ça, quand on lit les chiffres un petit peu spontanément, on a aussi une diminution de l'écart garçon-fille, des résultats entre les garçons et les filles dans le champ 5, puisque par exemple, autour du champ 4, on a 1,31 d'écart dans les moyennes garçons-filles sur le bac général et technologique, alors que dans le champ 5, on est à 0,39 points d'écart. Donc on voit qu'en EPS, on a un tableau qui est quand même idyllique avec cette augmentation des notes, cette réduction des inégalités, et on a un mouvement aussi, au-delà du tableau, du panorama à un instant T, on a un mouvement qui est plutôt positif. À l'inverse, quand on sort du champ EPS et qu'au même moment on regarde ce qui se passe dans la société, on a un tableau qui là est très délétère. Avant le Covid, on a pointé ces études qui, dans les pays occidentaux, ont identifié l'effondrement des capacités aérobies des élèves, plus de 25% d'effondrement des capacités aérobies avant le Covid. Dans ce panorama, il faut garder à l'esprit que la France, elle est en queue de peloton, puisque la France, elle se situe 22e pays sur 25 au niveau du niveau d'activité physique des 11-17 ans. Et seulement 13% des élèves en France respectent les recommandations de l'OMS autour d'une heure d'activité physique à moyenne intensité. Post-Covid, et c'est là, c'est encore plus important, alors qu'on avait déjà un tableau délétère avant le Covid, on a au niveau global une explosion du temps assis devant les écrans chez les adolescents, plus 25%, et une augmentation de la sédentarité avec plus 69%. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut finalement expliquer ce double panorama qui est complètement antinomique? Comment en éducation physique et sportive, on peut avoir une situation qu'on pourrait qualifier de presque idyllique, et en dehors de l'éducation physique et sportive, dans le même temps, dans le même pays, un tableau noir. Eh ben ça, de notre point de vue, c'est parce que justement, en éducation physique et sportive, il y a un jeu institutionnel, une structuration des épreuves au bac qui amène à une évacuation des savoirs ambitieux et pour nous qui nécessite une étude vraiment significative des APSA, notamment une évacuation des techniques des APSA. Et le champ 5, il est très marqueur de ça. Ce processus, il se réalise avec une réorientation progressive de l'EPS vers des savoirs que nous, on identifie comme étant périphériques, avec des soft skills et notamment les composantes méthodologiques et sociales. On voit bien, moi j'ai eu l'occasion d'échanger lors des journées de l'EPS avec des collègues qui m'ont fait état en bac général et technologique, de discussions dans les équipes de la place à attribuer à l'arbitrage en badminton. Et il me disait, on a des élèves qui ont des enseignements extrêmement poussés en badminton, par exemple en mathématiques, et au bac, on va les mettre en situation d'évaluation sur des éléments d'arbitrage qu'on pourrait aborder quasiment dès la 5e. Et ils disent là, il y a quand même une contradiction. Et en fait, on voit que ce découpage des attendus de fin de lycée, ce découpage de la note, finalement, ils amènent à valoriser justement ces savoirs périphériques. Et on voit bien que tout ce qui n'est pas finalement au cœur des APSA, à savoir les savoirs pratiques et techniques, eh ben, ils sont progressivement de plus en plus importants. Et comme le disait Nathalie tout à l'heure, ils nous aident aussi, ou en tout cas, on met ça en avant pour favoriser des gestions de classe. Mais quand on fait ça, en réalité, on change la nature de l'école et on change la fonction de l'école. Et ça pèse toujours sur les élèves les plus défavorisés. Alors, juste Quelques mots. En quelques mots, peut-être une question vraiment d'actualité, puisqu'il y a la réforme lycée pro, on passe à 22 semaines pour les terminales. Les collègues nous posent des questions en nous disant, mais comment on va faire en 22 semaines pour évaluer 3 APSA? Ça veut dire c'est 3 fois 6, 3 fois 7. Si on lève une ou deux, quelle est la position du SNEP par rapport à cette question-là et à
aux dernières réformes donc en très court. Mais justement, je finis là en disant que cette évacuation des savoirs, elle pèse toujours sur les élèves les plus défavorisés et on voit bien que il y a une réforme actuellement spécifique sur la voie professionnelle qui réduit encore le temps scolaire et qui porte ça sur 22 semaines. On comprend bien qu'avec le jeu des convocations des enseignants parfois sur certaines activités, le jeu de la construction des séquences, ça devient impossible de conduire une vraie EPS et de certifier sur 3 APSA en 22 semaines. Donc nous, ce que porte le SNEP FSU actuellement, c'est pour l'année prochaine, bah, finalement, à titre dérogatoire, de laisser la liberté aux équipes, à chaque équipe, de pouvoir certifier en classe de terminale sur 2 APSA. Et ça, c'est un moyen, bien sûr, de redonner du temps, de redonner du temps d'étude, de redonner du temps d'approfondir, d'étudier la complexité, parce qu'on pense que c'est ça qui est porteur et qui est émancipateur pour nos élèves. Merci Eric. Olivier, dans les différents regards que tu as pu porter sur la discipline, est-ce que toi tu as identifié, un peu toujours pareil, même question, hein, des tensions, des controverses autour de la construction des certifications? Oui, alors, les certifications, bien souvent, ne font pas l'objet de débats au moment où elles sont pensées et mises en place, puisque c'est l'inspection générale qui a la prérogative sur ce sujet. Donc, par conséquent, n'étant pas le fruit de consensus ou ni même de compromis, les épreuves certificatives et notamment celles du bac vont déboucher non pas sur des controverses, mais d'entrée de jeu sur des polémiques qui s'éloignent donc des arguments de fond pour viser plutôt les personnes qui les portent. Et ça a été le cas en 1993 lorsque le doyen Claude Pinault a introduit pour la première fois dans des textes officiels la notion de domaine d'action pour classifier les APSA, donc texte du bac. Ça sera également le cas en 2003 lorsque Alain Hébrard, alors aussi doyen de l'inspection générale, imposera dans une note de service les compétences dites culturelles comme classification des APSA, alors que les programmes lycées de 2000-2001 n'établissaient pas de lien direct et univoque entre composantes culturelles de la compétence attendue et APSA. Et on peut prolonger par l'arrêté de 2011 qui va contraindre, les menus de PS en imposant 3 compétences propres différentes. Et puis la dernière circulaire de 2019 avec, comme on l'a dit, la juxtaposition des 3 AFL qui vont être ensuite à préciser localement. Donc ensuite, disons que ces polémiques vont porter, ben, comme je l'ai dit un petit peu en premier lieu, sur la pertinence de ces classifications et des contraintes qu'elles peuvent engendrer sur les menus proposés, avec de fait donc une place majorée des activités regroupées dans le champ d'apprentissage numéro 5. Ça va aussi un petit peu profiter au champ d'apprentissage numéro 3 et éventuellement le numéro 2, au détriment donc de toutes les activités qui sont regroupées dans les activités d'opposition, qu'elles soient collectives ou individuelles. Et puis, en second lieu, les polémiques portent effectivement sur la répartition des points attribués entre les savoir-faire donc, qui sont proprement moteurs et ceux qui sont considérés comme méthodologiques et sociaux, et cette idée aussi de leur intégration ou juxtaposition dans la compétence entendue. Voilà, donc il y avait sur les anciens référentiels nationaux une certaine diversité dans l'attribution des points. Hein, on avait reproché notamment aux activités de la CP5 de valoriser donc des savoirs plutôt discursifs hein, entre le concevoir et l'analyser, au détriment de savoirs proprement moteurs. La danse ne considérait que le rôle de spectateur pour 3 points. Les sports collectifs, l'essentiel des points était renvoyé donc à des compétences techniques et tactiques. Donc là, c'est un changement, un basculement, bien sûr, avec les nouveaux textes certificatifs qui vont cantonner donc la FL1 à 12 points et puis les savoirs s'entraîner, savoirs sociaux lors de 8 points. On peut effectivement regretter que ces débats n'aient pas porté davantage sur la pertinence des niveaux d'hiérarchisation motrice qui ont été repérés et proposés dans ces référentiels bac, que ce soit dans les épreuves certificatives du bac ou aussi dans une logique curriculaire, puisque à un moment donné, du collège au lycée, on avait donc 2 niveaux de compétences attendus pour chaque niveau.
et qu'il y avait à un moment donné effectivement des débats quant à leur hiérarchisation, la pertinence de la hiérarchisation. On a pu voir ça un peu transparaître au niveau des bulletins du SNEP. Mais finalement, on aurait aimé qu'il y ait de véritables controverses, peut-être, sur cette logique de curriculum entre les diverses institutions de la discipline, que ce soit l'inspection générale, la EPS et bien sûr le SNEP, pour aboutir peut-être donc à des objets vraiment d'enseignement par APS qui sont hiérarchisés, qui sont atteignables dans le temps scolaire. Et peut-être que ce sera le cas dans le cadre de futurs programmes et des évaluations certificatives qui iront avec. Oui, on peut, On peut l'espérer. voilà, on ne peut être que d'accord avec toi et espérer que dans la construction du prochain évaluation de DNB, on soit largement associé, effectivement, des programmes qui aient un peu plus d'organisation, d'un débat dans la profession. Nathalie, tu voulais réagir en 1 minute. Alors, Oui, en 1 minute, juste. Sur cette idée de programme et de certification et de ce que ça pourrait baliser sur des traits de surface, quelque chose qui ressemblerait à la construction de quelque chose de commun. Mais sauf que les objets euh, réellement mis à l'étude changent énormément, hein. La coupure avec le milieu, avec les activités culturelles est pas neutre. Et ce que je veux dire, c'est que les concepts qui sont manipulés aujourd'hui, comme le bien-être, la santé, etc., sont tous, quand on fait la liste de ce qui se passe, la disparition des savoirs denses, hein, au sens où je l'ai dit tout à l'heure, on se rend compte que tout ce qui était de l'ordre de tous les concepts qui sont manipulés sont dans la partie la plus faible. Par exemple, pour la santé, juste, hein, la santé, ça peut être, bon, là, c'est perçu comme le bien-être, le fait voilà, de pas être quasiment malade, alors que la santé, ça doit être, au contraire, comme quand Guillaume l'étudie, la capacité à créer des nouvelles normes. Donc, c'est-à-dire que c'est une capacité de création et ça inscrit différemment l'individu dans l'histoire de sa civilisation. Et ce que je veux dire là, c'est que en ayant affaiblit la présence des savoirs denses en EPS, alors que quand on est sur cette conception-là du savoir, finalement, on est sur des états du savoir. Et que progressivement, on pose un état commun, une référence commune dans l'état de la construction. Et on crée le commun, on a conscience, et les gamins qui sont confrontés à cette façon-là d'apprendre, et avec ces objets-là à apprendre, rencontrent le commun dans la constitution même de leur propre euh, construction de savoir personnel qui devient institutionnalisé dans la classe et qui est en lien avec la culture plus large. Et ça veut dire que là, quand on est à ce point, et c'est important, je crois, de le dire, quand on est, il faut que les collègues mesurent ça, quand les savoirs scolaires ne sont plus en référence à des savoirs denses, et que c'est presque une autoréférence, c'est un point de vigilance pour se dire que finalement, ce qui est sans doute mis dans l'école, c'est plutôt une intention politique qu'une intention d'instruction. Voilà. Et ça, il me semble qu'il faut bien le discerner. merci. Dans ce qu'évoquait Olivier, il parlait de polémique, et on voit, notamment dans la presse, hein, on a pu lire des articles qui polémiquaient quelque part un petit peu avec ce que les enseignants d'éducation physique et sportive potentiellement évalueraient. Et je pense notamment à la place de la performance. Et pour le dire un peu autrement, c'est l'idée que notre profession évaluerait essentiellement en s'appuyant sur des barèmes et qu'elle traduirait à partir des barèmes une note qu'elle mettrait sur les élèves. Alors, est-ce que il est vrai aujourd'hui que l'EPS évalue essentiellement la performance et que ça constituerait la majorité de la note et quelle place devrait, selon toi, avoir la performance dans l'évaluation en éducation physique et sportive? Euh, d- Tout d'abord, je pense qu'il faut distinguer l'officiel et le réel, je dirais le prescrit et ce qui est en train de se faire, parce que c'est pas tout à fait la même chose. On le voit par exemple Olivier a fait référence au découpage 12-8 sur les AFL en lycée. Nous nous sommes rendus compte dans notre rapport à la profession très serré qu'il y avait des arrangements évaluatifs en permanence. On a déjà écrit là-dessus dans notre bulletin syndical. Ensuite, je dirais que sur la question, alors, bienveillance, je défends l'idée que faire entrer les élèves dans la performance en éducation physique et sportive, c'est être bienveillant. Puisque qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce que nous disons, non pas contre la bienveillance en tant qu'idée sur le fond, mais sur ce que l'institution et des politiques néolibérales en font aujourd'hui à l'école.
je pense qu'il faut que nous, les enseignants de PS et enseignantes de PS, on se décomplexe et qu'on arrête la démagogie autour de la notion de la performance. Je dirais même qu'il faut la mettre au centre de l'enseignement en EPS. Alors, je donne quelques points, on n'a pas beaucoup de temps, hein. Là aussi, on pourrait faire des conférences qui dureraient des jours. Je dirais qu'il nous faut d'abord cerner, d'abord arrêter avec la vision étriquée, à laquelle tu fais un petit peu référence dans ta question. Il nous faut cerner la performance dans ce qu'elle pourrait être. Alors, je donne quelques exemples. Déjà en 1994, le SNEP FSU écrivait plaider pour la performance comme une manifestation objective d'une recherche d'efficience maximale dans une APSA donnée. On voit très clairement que les techniques, au sens large, en font partie de la performance et qu'elle ne peut se limiter aux résultats chiffrés, au chronomètre réalisé dans une course de vitesse, par exemple, en EPS comme ailleurs d'ailleurs. Bernard Jeu, tout de même, a pu dire que la performance impose de reculer ses limites et d'amener le possible aux confins de l'impossible. Bref, si on n'y voit pas la notion de progrès, je ne sais pas ce qu'on y voit. De mon point de vue, si on s'appuie sur cette définition de Bernard Jeu, évidemment, il y a du progrès dans la performance. Et j'ai envie de dire, quoi de mieux pour se développer? Euh, et donc, je la mettrai un petit peu, comme Christian tout à l'heure, dans le même paquet avec donc la perf, la compétition, qui renverrait forcément sur l'idée de domination, d'exclusion. Et donc, il faudrait autre chose pour l'EPS. Je pense que le processus didactique est au cœur de tout cela, c'est-à-dire, au sens large, hein, pas seulement au sens de pratique, mais au sens de quel cadre éducatif on pose à la pratique performative en éducation physique. On peut faire tout et son contraire. Je dirais qu'aujourd'hui, les élèves performent en permanence, alors autant l'évaluer et pas tourner autour du pot. Je dirais même que, je parlais de la bienveillance, je dirais que sans la performance, il n'y a pas d'émancipation réellement, compte tenu de la façon dont nous la cernons, dont nous la promouvons. Car je dirais, faute de performance, on peut occuper les élèves. Par exemple, on peut avoir on les met dans l'action, sans transformation significative, on peut avoir des tâches qui tournent, comme on dit dans notre jargon. Oh, c'est bien, ça tourne. Non pas que c'est pas important que ça tourne, parce que si ça ne tourne pas, il n'y a rien, on ne performe pas ou mal ou dans un mauvais cadre. Donc on revient sur la didactique. Mais ça ne suffit pas. Je vais dire, pour dire de façon triviale et banale, la perf exige d'être exigeant, en quelque sorte, parce que sinon on peut passer à côté de l'essentiel. Je termine sur le côté officiel, institutionnel. L'évolution, bon, il y en est question depuis tout à l'heure, des textes depuis pas mal d'années, éloigne l'éducation physique et sportive de la culture sportive, dont la performance est au cœur. Je pense qu'aujourd'hui, un virage de 180 degrés est nécessaire, car tout, y compris des choses improbables, je vais peut-être surprendre certains, est dans la perf, encore une fois, dans cette vision globale. Anne Roger, je vous invite à relire le numéro de Contre-pied consacré à la performance. Anne Roger, dans l'article du numéro, en quelque sorte introductif, que nous appelons l'article socle, parce qu'il donne un peu la ligne du numéro, elle inclut dans la notion de performance plein de choses, y compris la présence des officiels lors d'une rencontre. Elle peut être entre nous dans un sport collectif ou une rencontre athlétique. C'est-à-dire, c'est tout le cadre permet la construction d'une performance. Évidemment, la pratique avec ou sans officiel ne donne plus le même cadre. Bref, je ne développe pas. Donc je pense que je vais résumer, mais tout y est. Alors, le temps passe vite, hein. Peut-être pour conclure cette soirée par deux regards un petit peu pratiques, hein, en me disant, mais toi, Angelco, comment tu t'y prends en basket pour évaluer la question de la performance? Et ensuite, juste après toi, Alexandre, en escalade, un peu même type de question, voilà, en essayant de ramasser votre réponse de façon assez concise. Alors, Angelco, comment tu t'y prends en basket? Alors, comment je m'y prends? D'abord, je ne vais pas inventer l'eau chaude, comme on dit. Je vais m'appuyer sur ce que le SNEP FSU a réalisé avec le concours d'un certain nombre de collègues qui ont bien voulu contribuer à l'élaboration de nos fiches de programmes alternatifs. Donc, je renvoie d'ailleurs toutes et tous à la fiche basket pour le coup, parce que c'est à elle que je vais me référer. D'abord, c'est une proposition.
puisque au SNEP FSU, on ne défend pas de façon dogmatique les choses de ce type de propositions qu'on peut porter. J'insiste, c'est un groupe, certes restreint, mais enfin un groupe de collègues avec des expériences et des profils un peu différents qui a contribué à créer cette fiche. Donc les propositions sont formalisées à partir de plusieurs orientations. J'en cite quelques-unes qui sont centrales. D'abord, on enseigne et on évalue donc les techniques et les tactiques, puisqu'elles font partie de la performance. Euh, euh, Évidemment, il y a le résultat. En basketball, il s'agit de résultats des rencontres, des matchs. Nous sommes allés chercher le sens profond de l'activité, en tout cas ce qui nous semblait être le sens profond de l'activité. Évidemment, la question de la faisabilité en cours et en cycle d'éducation physique et sportive est posée, et pourquoi pas la lisibilité pour les élèves et les parents, parce que il nous semble important qu'on puisse expliquer à nos élèves ce qu'ils apprennent et pourquoi et comment on va les évaluer. Donc, je termine avec quelques notions. D'abord, il y a deux équipes qui se rencontrent dans un rapport de force équilibré. Ça nous a semblé essentiel. Et on y voit des notions de compétition. Au-delà de la question c'est là que je regarde Nathalie, parce que la question de compétition nous semble indispensable. On est dans un jeu sans contact parce que c'est quelque chose qui fait partie de la très grande spécificité de l'activité. Encore une fois, jeu sans contact, on le voit aussi comme un élément de compétition et la façon de l'organiser. Nous avons décidé d'extraire le jeu rapide, donc la vitesse du jeu comme un élément essentiel de la construction. Et donc tout ça, je ne développe pas, nous fait tomber sur une façon de construire l'évaluation qui débouche sur une note, parce qu'aujourd'hui on est sur les notes. Je ne rentre pas dans le débat, note ou pas note, ça c'est encore notre débat. Une prochaine soirée, pourquoi pas. La notion de performance, du ou de la joueuse, est évaluée sur 16 points. On fait une proposition, donc on s'éloigne du 12-8, c'est un parti pris. Cette note est calculée à partir d'un niveau du jeu qui recoupe les dimensions individuelles et collectives du point de vue qualitatif. Ça aussi, c'est un parti pris. On sait que ce n'est pas la seule possibilité. Et je dis bien individuelle et collective, puisque nous estimons qu'une part du collectif, de la façon de s'y prendre dans un sport collectif, fait partie de la performance et donc doit être fait partie de cette note. Et tout ça est pondéré par le résultat des rencontres, parce que les rencontres, encore une fois, donc le résultat collectif, le résultat du match compte, et donc la note obtenue sur la partie qualitative est pondérée par le résultat des matchs. On y rajoute l'arbitrage. Je fais référence à Anne Roger que j'ai cité tout à l'heure, et nous avons notre évaluation en basketball. Merci, c'était un peu rapide, désolé de te presser, Angelco. Vous pourrez retrouver cette évaluation sur le site du SNEP FSU. Alexandre, en escalade, aussi pareil, même exigence un peu qu'Angelco, un peu le teasing de comment tu évalues la performance en escalade. Oui. Bon, bah, comme Angelco, nous, on a produit aussi une fiche là dans le bouquin sur les certificats, enfin, sur programme et certification. Donc, bien entendu, cette fiche, c'est une proposition, donc elle doit être discutée, on doit échanger autour des propositions et bien entendu l'amender, la compléter. Enfin voilà, c'est un travail d'équipe et c'est fait pour ça. Hein. Voilà, on l'a construite comme ça avec un collectif pour que les collègues soient appris à un moment donné qu'il est. Donc l'escalade, si on prend l'escalade, le but de l'escalade, c'est à un moment donné d'arriver au sommet d'une voie et c'est de chercher à toujours faire quelque chose de plus difficile. Et cette difficulté, en fait, s'est traduite dans une échelle de cotation, voilà, donc allant du 2, hein, quasiment de la marche, jusqu'à aujourd'hui 9 pour les meilleurs grimpeurs et grimpeuses. Donc pour nous, le niveau de cotation, c'est quelque chose qui est fondamental. Voilà, euh, il faut savoir à un moment donné dans quelle difficulté on va s'engager, et surtout on va toujours chercher à aller sur des difficultés plus importantes. Donc, si on regarde la fiche, sans entrer dans le détail, on a mis un certain nombre de points justement par rapport à cette prestation et cette performance du grimpeur ou de la grimpeuse. Euh, voilà, du 3 jusqu'à 6B, puisque la cotation maximale, on pense, voilà, pour un niveau de lycée, pour des jeunes qui ne pratiquent pas l'escalade en dehors de l'école, etc., arriver à un niveau de 6B, c'est quelque chose qui est une très belle performance. Voilà. Donc,
Et ça nécessite voilà, une gestuelle bien particulière, un placement du corps, etc. Et il y a une autre chose, quand on regarde un peu plus précisément la fiche, l'escalade, il y a cette difficulté, cette performance, mais il y a aussi la notion d'esthétique. Hein, vous savez, c'est ce fameux déplacement commun félin, ou quand on voit des images, des vieilles images, de Linger, etc., et quand il en parle d'ailleurs, c'est la recherche à un moment donné d'être le plus fluide possible, de gagner en amplitude, etc., sur les mouvements, en souplesse. Enfin, voilà, donc il y a toute cette esthétique aussi qu'on reprend dans la fiche. Et donc c'est traduit voilà en points et aussi cette maîtrise qui est intégrée en fait au niveau de performance, parce que plus on va augmenter dans les cotations, plus ça va nécessiter des coordinations complexes, plus ça va amener à être précis sur sa pose de pied pour pouvoir évoluer et aussi pouvoir utiliser les prises, non pas forcer dessus et les serrer le maximum, mais c'est justement utiliser la prise de main pour pouvoir s'élever avec le maximum d'efficience, donc gagner en économie. Donc oui, la prise en compte de la cotation est fondamentale pour nous en escalade et doit apparaître pour l'évaluation au baccalauréat. J'ai répondu à la question. Oui, merci, merci Alexandre, merci encore à nos invités. Alors du plus loin, hein, on va dire de très loin. Hein. Merci beaucoup à Olivier Gonzalez, à Nathalie Monnier, Angelco, Svedring, Éric Donat, Christian Couturier, et bien sûr, je viens de dire Alexandre Majewski, de votre participation à ce discussion et débat sur programme et certification en éducation physique et sportive. Ça sera la dernière soirée de l'éducation physique et sportive de la saison 4. Alors n'hésitez pas, on est preneur, hein. Vous pouvez m'écrire directement sur mon mail, bruno.cremonesi@snapfsu.net, de vos remarques, de vos retours, de vos idées, de vos critiques. Merci quand même, parce que ces soirées-là, impossible de les réaliser sans une équipe que vous voyez pas à l'écran, mais qui est fondamentale du point de vue de la réalisation. C'est bien sûr deux de nos secrétaires, Isabelle et Jade, qui s'occupent de la communication, les visuels, les relances, quand vous avez des difficultés pour trouver les liens. Donc merci beaucoup à toutes les deux. Et bien sûr, notre équipe de régisseurs, techniciens, vidéo, son, Fabrice, Alain et Emmanuel Vincent, qui sont tous les deux juste derrière, là, que vous voyez pas, mais on devrait tourner les caméras pour vous les montrer à l'écran, parce qu'ils assurent la qualité de ces soirées-là, parce que sans eux, bien entendu, on pourrait ni nous voir, ni nous entendre. Donc merci beaucoup à tous les deux. Manu, je pense que ça vaut le coup que pour la dernière soirée, on puisse un peu voir l'environnement général de cette soirée-là. Et écoutez, rendez-vous l'année prochaine pour ces soirées-là. Vous pouvez communiquer sur les réseaux sociaux. Dom, qui suit les réseaux sociaux et qui est aussi très présent dans nos soirées, vous incite très souvent à les partager. À bientôt. Et bien entendu, n'oubliez pas, prochain rendez-vous pour tous et toutes, c'est samedi 25 dans les manifestations pour contrer le choc des savoirs et ne pas faire en sorte que le tri des élèves puisse s'opérer dès l'entrée au collège. Bonne soirée et à bientôt. Ça veut dire quoi EPS? Éducation physique et sportive.